Avec l'attachement, on avait eu un phénomène qui touche à peu près 99% des êtres humains. Et bien ça va être la même chose aujourd'hui, car si tu es capable de t'attacher, au bout d'un moment, va falloir payer l'addition de l'attachement. Et en général, c'est à la fin de la vie de quelqu'un. Bon, avant de commencer, il y aurait deux petits avant-propos. Le premier, c'est que je vais parler de manière très intellectuelle de quelque chose qui l'est absolument pas et qui risque de toucher fortement un paquet de monde qui vont regarder la vidéo. Et que comme c'est par une vidéo, je vais pas pouvoir être le mec le plus empathique au monde. Du coup, tu regardes la vidéo comme tu peux, quand tu peux, et t'offusques pas du détachement par lequel j'aborde le sujet. Parce que le but, ça va être de relier la compréhension intellectuelle du sujet par la science et pas dans son côté affectif, ce qu'il serait difficile à faire de toute façon par vidéo interposée. Donc la vidéo n'est pas représentative de ce que tu vas ressentir, mais la vidéo est représentative de ce qu'on sait sur ce qui se passe et de présenter d'une manière la plus objective possible, ce qui s'éloigne de tout ce que tu peux vivre quand tu es dans un deuil. Et le deuxième, c'est que le deuil en français, c'est un mot qui est utilisé dans un paquet de cas, absolument pas représentatif du deuil dont on va parler aujourd'hui. On utilise le deuil dans tous les sens, autant pour un objet que pour un travail ou une relation, alors qu'en anglais, par exemple, t'as plein de mots différents pour ces différents états. Donc, pour commencer, on va définir exactement ce dont on va parler. Le deuil dans cette vidéo, ça va être la perte définitive d'un être vivant auquel tu étais attaché. Donc, on exclut la fin d'une relation amoureuse car l'autre existe toujours malgré la séparation. On exclut les relations aux objets que tu adores car ton cerveau les traite différemment des autres êtres vivants. Par contre, on met dedans les animaux pour lesquels tu peux avoir le même niveau d'attachement qu'un être humain. Et par le mot attaché, je fais référence à la théorie de l'attachement que je vais te résumer pour que tu comprennes à quel point le deuil, ça va être ultra difficile pour ton esprit et ton corps. Si tu veux comprendre l'attachement en détail, tu as déjà les vidéos dédiées au sujet qui vont apparaître en haut à gauche. Mais je vais te résumer tout ça pour cette vidéo car s'il n'y a pas d'attachement, il n'y a pas de deuil. Donc dans ton cerveau, dès la naissance, tu as un système qui va s'enclencher qui aura pour but ta survie. Ton cerveau va se dire, trouve des gens pour t'aider, sinon tu risques de crever. Tu vas donc t'accrocher à des gens que tu vas identifier comme des personnes pouvant répondre à tes besoins, la plupart du temps tes parents, pour pouvoir être en sécurité et avoir quelqu'un qui va te permettre de continuer à vivre. Plus tard, tu développes aussi la capacité à t'attacher aux gens que tu aides, ce qui permet aux parents, eux, de s'attacher à leurs enfants, ce qui est pas mal du tout. Bref, l'attachement, ça a été un système très utile à notre survie, car il nous pousse à prendre soin des gens et à trouver des gens pour nous aider. Le plus important du coup, ça va être de comprendre alors que le deuil pour ton cerveau, c'est une question vitale. Car le deuil, c'est la disparition des gens qui, pour ton cerveau, pourraient assurer ta survie ou dont tu es censé assurer la survie. Si on fait une métaphore du deuil pour ton cerveau, ça serait ça. Imagine, tu es dans la forêt amazonienne avec tes potes. Vous avez trouvé un système pour vous en sortir malgré les dangers. Donc il y en a un qui est un médecin, donc il utilise ses connaissances pour que les gens crèvent pas. L'autre il cultive un peu. L'autre il fait le guet pour éviter les dangers la nuit. Et l'autre il va chasser. Donc tu te sens quand même en sécurité parce que vous avez tenu 4 ans avec ce système et ça marche plutôt bien. Et puis tout d'un coup, pouf, il y en a un qui disparaît. Et là, tu vas crever de peur et tu vas flipper grave. Pourquoi? Parce que si lui disparaît, à la moindre égratignure, tu risques de mourir. Donc tu fais plus rien et tu restes dans ton coin. Si eux ils disparaissent, tu vas mourir de faim. Et lui, s'il disparaît, comment tu vas pouvoir dormir? Parce qu'il faisait le guet, il est plus là la nuit pour le protéger, donc tu vas pas dormir. Tu vas te prendre dans cette situation un niveau de stress que tous les gens en deuil se prennent. Le deuil, c'est un peu comme si ton cerveau comprenait d'un coup que tes chances de survie disparaissaient fortement. Et c'est pour cela que ça en fait un des événements les plus stressants et hard à supporter au monde. Pour que tu comprennes l'impact que ça a sur toi, on va prendre une mort assez difficile qui est celle des nourrissons. Par exemple, on a observé que quand quelqu'un perd l'un de ses enfants qui avait moins d'1 an, sa mortalité était plus importante que la norme pendant 25 ans. Donc le deuil, c'est pas rien. Et si t'en chies, c'est normal, parce que ton cerveau, il s'en prend plein la gueule. Et c'est pour ça aussi qu'on observe plein de symptômes bizarres lorsqu'on est endeuillé. On a déjà des symptômes qu'on retrouve dans des pathologies fortement liées au stress, comme le PTSD ou la schizophrénie. On a donc des hallucinations où des gens voient le mort, ou ils l'entendent. On est aussi sur les nerfs, on n'arrive pas à dormir, on rêve ou on fait des cauchemars hyper stressants ou de la personne. Du coup, comme tous les stressés, on est hyper vigilant à la source de stress et on voit la personne disparue partout, même dans un petit bruit anodin et une
tasse qui bouge. D'ailleurs, c'est à se demander si les histoires de fantômes sont pas apparues dans l'humanité parce que notre cerveau a des hallucinations lorsqu'on est endeuillé. Et d'un autre côté, dans le deuil, t'as plein de symptômes qui ressemblent à une dépression, comme les ruminations, la tristesse ou la perte d'appétit. Ce qui est assez logique, vu que la perte d'un être important, ça nécessite une réorganisation très importante de ta vie et de la façon dont ton cerveau l'aborde. Le deuil, c'est donc comme si une personne devait se retrouver à gérer un stress post-traumatique et une dépression en même temps. Ce qui peut poser d'ailleurs un problème pour les gens endeuillés très longtemps, c'est est-ce qu'ils sont finalement en deuil, est-ce qu'ils sont en dépression ou en stress post-traumatique. Sachant que aucun des trois ne se gère de la même façon. Et dans le deuil, chaque personne réagit différemment en fonction de sa personnalité et de sa réaction au stress. Et t'as pas ces étapes que l'on te décrit partout et qui sont en fait complètement connes et viennent de n'importe où. La seule chose qui est identique chez tout le monde dans le deuil, c'est que ce qui va t'aider progressivement à surmonter tout ça, c'est le temps. Au fil du temps, les symptômes disparaissent et tu peux progressivement reprendre ta vie sans être bloqué par le deuil. Maintenant, je veux bien qu'on soit clair, faire son deuil, c'est pas oublier ou être insensible aux souvenirs de la personne morte, c'est ne plus avoir la vie pourrie par sa mort. Mais le manque que tu ressens et la tristesse que tu ressens, tu risques de le ressentir toute ta vie. Et la question qui tue est combien de temps ça va prendre? Eh bien en fait, on n'en sait rien. On peut pas le prédire, par contre, on a montré que certains facteurs pouvaient fortement influencer ce temps. Le premier, c'est ton niveau d'attachement et qu'on comprend bien. Plus tu es attaché à la personne, plus tu seras touché par sa mort. Logique, le grand-père que t'as jamais vu, ton cerveau, il en aura rien à faire. Celui, par contre, qui t'a élevé aura une importance vachement plus importante et donc tu subiras un stress beaucoup plus important à sa mort. Ce qui joue aussi, c'est la brutalité de l'événement. Plus le décès est brutal, plus c'est dur. Car ton cerveau doit se réorganiser brutalement, alors que dans un décès anticipé, comme par exemple lors d'une maladie d'Alzheimer, le travail de réorganisation se fait déjà au fil des ans. Il y a l'âge du défunt qui joue aussi. Plus il est jeune, plus c'est long à passer. Car le travail d'acceptation va contre la logique qui voudrait que celui qui naît en premier meure en premier. On a aussi les circonstances du décès qui jouent. Le fait qu'un autre être humain ait joué dans la mort rend plus difficile le deuil, comme dans un accident de voiture provoqué par un alcoolo ou un meurtre. On a remarqué que la religion, par contre, aidait dans le deuil, sauf dans les cas de meurtre. On peut faire l'hypothèse que la croyance en la vie après la mort limite l'effet de la perte, mais que quand celle-ci est donnée par un autre, comme je disais dans un meurtre, la mort paraît encore plus injuste et inacceptable dans un monde qui devrait être dirigé par quelqu'un censé être juste. Évidemment, les gens insécures au niveau affectif sont plus sensibles au décès. Une personne insécure au niveau affectif, c'est des gens dont le cerveau n'est pas sûr que les gens seront là pour les aider. Donc quand une des rares personnes en qui le cerveau a confiance disparaît, le choc est hyper brutal. Et enfin, on trouve une différence entre les différentes pratiques culturelles. Il y a des études par exemple qui montrent que les problèmes d'argent pour le décès, les promesses de la médecine, le fait d'éloigner les cimetières et les personnes âgées des zones de vie, ou rien que le fait que s'occuper des morts soit délégué à des professionnels, rendent plus difficile le deuil. Une autre chose qui aide beaucoup dans le deuil selon les cultures, ce sont les rituels qui sont mis en place lors de la mort, qui permettent de placer le mort et de le faire passer dans une autre vie, et qu'il arrête de nous envahir dans notre vie actuelle. En résumé, si on observe des facteurs qui vont influencer la puissance et la longévité du deuil, on peut jouer sur très peu des facteurs dont on a parlé. Ce qui va influencer fortement la question finale de cette vidéo, c'est qu'est-ce qu'on peut pour quelqu'un qui est en deuil? Eh bien en fait, on peut quasiment rien. On n'a actuellement aucun moyen valable pour qu'un deuil normal s'accélère. La personne elle en chie, et la seule chose qui fera quelque chose, c'est le temps. Et si l'on prend les recommandations scientifiques et des autorités de santé, il serait même néfaste d'essayer de faire quelque chose. Par exemple, tu es un médecin généraliste, tu as quelqu'un en deuil, tu veux lui donner des antidépresseurs ou des anxiolytiques, c'est une mauvaise idée. Parce que là, tu risques de bloquer les processus émotionnels qui vont faire que le deuil va se faire avec le temps. Et on se retrouve avec des gens qui sont bourrés d'antidépresseurs depuis 10 ans et qui n'ont toujours pas fait leur deuil. Et le seul moyen que le deuil se fasse, c'est le fait d'en baver quelque temps. Tu penses aussi qu'aller voir un psychologue t'aidera dans la phase aiguë de ton deuil. Ben non, car à part le fait de te fournir un peu de soutien moral si t'en as pas avec tes proches, mais ce qui est déjà très bien, il vaut mieux pas qu'il fouille la merde dans ton cerveau, sous peine de bloquer les processus du deuil. Comme par exemple,
Il pourrait te faire ruminer sur l'injustice d'un meurtre alors que tu as juste besoin de ressentir le manque, pas de tourner en boucle sur le fait que ça soit injuste. Bref, avec le deuil, on se retrouve dans une situation très spéciale pour les soignants, médecins ou psychologues. C'est que la personne, elle souffre énormément, que c'est normal et qu'on peut rien pour elle. Et que le pire, c'est que le réflexe des professionnels de santé qui est d'essayer de faire quelque chose pour apaiser les gens risque d'avoir un effet délétère sur le long terme plutôt que de vraiment aider la personne. Maintenant, il y a quand même des rares cas où il faudrait intervenir. D'une part, c'est dans le cas où la personne monte beaucoup trop haut. Par exemple, quand on va remarquer de l'incurie, c'est-à-dire une incapacité à mener sa vie normalement, et une personne qui va mettre en danger elle ou ses enfants à cause de ça. Quand la personne plonge dans l'indépendance juste après le deuil, ou qu'elle a des idées suicidaires. Dans ce cas, effectivement, il vaut mieux avoir une intervention. Le deuxième cas où il faut intervenir, c'est quand le deuil se couple à une dépression ou à un stress post-traumatique. Et là, par contre, la difficulté, c'est de faire le bon diagnostic, alors que ce sont trois états qui se ressemblent énormément. Et enfin, le troisième cas dans lequel on intervient, c'est dans les cas de deuil prolongé. Ce sont les cas où le deuil ne se fait pas. Mais ça, on aura besoin de plus de temps pour en parler, ce sera fait donc dans une autre vidéo. Évidemment, je tiens à préciser qu'on ne peut pas juger en une seule fois si une personne endeuillée est dans un deuil normal ou pas. Ce n'est qu'en comparant au fil des mois qu'on peut voir si le deuil marche correctement ou pas. Pour conclure, c'est quand même très bizarre le deuil, parce qu'on est habitué depuis qu'on est tout petit à devoir gérer notre souffrance en prenant des médicaments ou en trouvant des techniques pour essayer de la baisser. Et là, le problème avec le deuil, c'est que le seul moyen que ça passe, c'est qu'on en chie et qu'on en souffre. Et que pour en médecine, c'est compliqué parce que c'est l'une des seules situations où la personne va souffrir et que tu devras lui dire que tu peux absolument rien pour elle. Donc oui, le deuil, c'est pas gai. Oui, c'est un des événements les plus stressants qu'on aura à vivre, mais c'est normal. This is the life.